À notre émission de la semaine, nous recevons M. Yaovi Bouka, le directeur général, le président directeur général de Force Leadership Africain, une organisation vouée aux investissements et pourquoi pas aux affaires sur le continent africain. Il s'agit de la 5e édition de ce rassemblement où il est question d'investissement et pourquoi pas des affaires avec le continent africain. En deuxième partie de notre émission de ce soir, nous recevons M. King Shadrock, l'artiste King Shadrock, où il sera question de musique reggae et ça se passe évidemment au club Balatou. Madame, monsieur, bonsoir, ici Henri Ngaka. Bienvenue dans notre magazine de télévision. Bougez pas, ça va causer après ces messages publicitaires. Madame, monsieur, bonsoir, ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Je vous dis encore une fois bonjour ou bonsoir, où que vous soyez actuellement dans ce bas-monde. Si vous nous suivez sur YouTube, je vous dis encore une fois bonjour, bonsoir Losako. L'émission est diffusée à partir de Montréal et aujourd'hui nous mettons le cap sur la 5e édition de la conférence Canada-Afrique sur l'investissement qui aura lieu entre autres le 18 et 19 mai 2023. Nous recevons aujourd'hui M. Yaovi Bouka, que vous connaissez déjà, vous êtes Montréalais, on a eu l'occasion de le voir à quelques reprises. Il est actuellement le patron je vais le laisser lui-même se présenter parce que pour nous, c'est quand même très important. Comment ça va, M. Bouka? Ça va très bien, merci, M. Ngaka. J'ai pas fini de vous présenter parce que je pense qu'il y a eu des changements quelque part avec votre organisation, n'est-ce pas? Oh, il n'y a pas eu de changement, il y a eu simplement de précision de rôle. Okay. C'est-à-dire que nous avions un président, un vice-président exécutif et tout ça, mais on a voulu se conformer aux organisations qui ont les mêmes ambitions que nous, de telle manière que le président est maintenant président du conseil d'administration et le responsable de l'exécutif que je suis, oui. Je suis maintenant président directeur général. C'est exactement la même chose. Force Leadership Africain. Parce qu'on a oublié de vous présenter, c'est très important. Force Leadership Africain. Donc, okay. Je suis le PDG de Force Leadership Africain. Alors, on va juste rappeler rapidement à nos téléspectateurs de quoi s'agit-il exactement. C'est une organisation intergénérationnelle et panafricaine ayant pour vocation, premièrement, de donner, si vous voulez, la possibilité à la diaspora de discuter, d'expliquer les choses, mais aussi d'agir pour mieux intégrer les Africains, surtout en matière économique et sociale. Et deuxièmement, promouvoir l'entrepreneuriat et le leadership au sein de notre collectivité. Et la troisième, qui est la raison pour laquelle on est aujourd'hui, c'est de contribuer à la mise en place des rapports relativement équitables en matière de commerce et d'investissement entre le Canada et l'Afrique. Bon, justement, le sujet ici m'intéresse. On parle ici donc de relations d'affaires, de relations économiques. On parle ici d'investissement entre le Canada et l'Afrique. Voilà. Et raison pour laquelle on arrive à 5e édition, justement, sur cette conférence où je vois ici, il y aura plusieurs personnalités, entre autres. Voilà. Entre autres ministres de finances, du Bénin, quelques personnalités connues, quoi. Oui, alors cette édition est co-présidée par M. Albert Muchanga, qui est le plus haut gradé en matière de promotion du développement économique. En fait, le terme exact, sa désignation exacte, il est commissaire au développement économique, au commerce, à l'investissement, à l'industrie, au tourisme et aux mines, à la Commission de l'Union africaine. La Commission de l'Union africaine qui est basée à Dakar. Quel est ce rôle de cette commission? Cette commission, c'est, si vous voulez, la cheville ouvrière de toutes les décisions prises par l'Union africaine qui représente tous les pays africains, si vous voulez. Autrement dit, c'est eux qui gèrent le secrétariat de l'Union africaine. Vous savez que chaque année et chaque 2 ans, on change de président en exercice de l'Union africaine. Mais ce qui se fait le jour au jour est fait par la Commission de l'Union africaine. D'accord. Pour le grand public montréalais et particulièrement pour la diaspora africaine qui vous suit actuellement et qui semblerait très intéressée justement, parce que quand on parle d'investissement, il y a quand même un intérêt. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu l'importance même du rôle
de l'Union africaine et plus particulièrement de cette branche-là en matière d'investissement? En fait, je pose ma question de manière beaucoup plus claire. En quoi l'Africain qui vous regarde actuellement et qui est intéressé vraiment à tout ce qui touche l'investissement en Afrique peut espérer avoir de vous comme information par rapport au rôle même de cette organisation en matière d'investissement en Afrique? Bon, comme vous le savez, la grande majorité des pays africains ont été colonisés. Naturellement. Et quand ils sont libérés, chacun essayait de se débattre pour se faire connaître. Il y a certains qui sont plus puissants que d'autres, tels que le Nigeria, l'Afrique et tout ça. L'Afrique du Sud, oui. Et tout ça. Mais il fallait avoir un outil qui réunisse le continent africain, et au même titre que l'Union européenne. Hein? On n'a pas un seul État comme aux États-Unis. Bien sûr. Mais l'exemple le plus frappant que l'on peut citer, c'est le cas de l'Union européenne. La France, l'Allemagne ou la Belgique auraient pu chacun continuer à faire des choses. Donc, ils ont délégué à l'Union européenne un certain nombre de pouvoirs, de représentation, de travail, et ils ont une monnaie unique. Et l'Union africaine... mais M. Bouka, sans vous interrompre, professeur Bouka, vous savez aussi bien que moi que lorsque vous parlez de l'Union européenne, vous savez aussi bien que moi que ça fait très longtemps que c'est parti. Vous m'avez posé la question... On parlait du Benelux et on parlait du marché commun pour arriver là. Vous me posez une question, vous me permettez de répondre. Bien Donc, sûr, ce n'est qu'à titre comparatif que je le mets, pour que les gens puissent comprendre. D'accord. Donc, l'analogie entre l'Union africaine et l'Union européenne. Donc, c'est seulement pour donner l'image. D'accord. Maintenant, l'Union européenne a des commissaires dans tous les dossiers importants, que ce soit en matière d'énergie, en matière de commerce. Et donc, par exemple, au lieu d'acheter individuellement, ils font des achats groupés. Et ça plus économique. Ils discutent d'un certain nombre de défenses communes et tout ça. Et donc, l'Union africaine, c'est elle qui représente la voix de l'Afrique sur le marché international. D'accord. Et donc, à partir de là, il faut se donner des tâches. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, M. Mouchanga s'occupe d'un certain nombre de dossiers qui sont les questions de l'économie, du commerce et de l'investissement. D'accord. Alors, il y a d'autres dossiers qui sont remis à d'autres commissaires. Maintenant, pour aller discuter, par exemple, avec le Fonds monétaire international, chacun des pays peut y aller. Mais lorsqu'on se met ensemble, on a une voix beaucoup plus forte qui puisse porter. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a signé une convention pour les questions de libre-échange sur le continent africain. Il y a un certain nombre de choses que l'on peut faire ensemble à l'intérieur de l'Union africaine qui permettraient à l'Afrique de mutualiser les efforts. D'accord. Voilà. Okay. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Vous avez bien répondu à ma question. Avant d'aller vers la 5e édition justement de cette conférence qui réunit des personnalités à Montréal, je vais revenir un petit peu pour moi-même aussi, comprendre un petit peu parce que je ne suis pas expert dans le domaine économique et je pense nombreux parmi nous aussi. Donc on aime bien comprendre. L'Africain qui vous regarde aujourd'hui, qui vous écoute attentivement, et qui, lui, est intéressé justement à investir dans son continent, l'Afrique chérie qu'il aime. Il est organisé, il vit sa vie ici, il travaille, il suit l'information, il dit, tiens, mon pays d'origine, ça fait peut-être 15 ans que je suis ici, ça va bien, mais j'aimerais ça, travailler sur des projets comme tels, dans le continent comme tel. Ça fait peur, ce que l'on entend, tous les commentaires sur l'Afrique, ça fait peur. Le Québécois aussi, qui d'ailleurs aussi s'intéresse beaucoup parmi eux voyage, regarde le monde, on entend beaucoup parler de disons, l'Afrique, matière première, de richesse. Il y a des choses à faire là-bas, il y a beaucoup de choses à faire. En tant qu'expert, pourquoi est-ce que ces gens-là viendraient assister à votre conférence? Ah, ça, je répondrai de la manière suivante. Il y a un certain nombre, la prise de décision, si vous voulez, je vais prendre quelque chose de très simple. Pour acheter une maison, vous avez besoin d'informations économiques. Bien sûr. La valeur de la maison, la mise de fonds. Et qui va être votre prêteur? Est-ce que vous l'achetez tout seul ou avec votre conjointe? C'est exactement la même chose lorsqu'on parle d'investissement dans un pays. Le pays lui-même, ou l'Afrique si vous voulez, doit lui-même faire le ménage dans un certain nombre de choses. En matière économique, on parle d'attractivité. Pourquoi on investit plus ailleurs qu'en Afrique? C'est parce qu'on ne dispose pas des informations crédibles dans un certain nombre de pays. Deuxièmement, l'épargne locale n'est pas attirée.
pour que les autres viennent mutualiser sur l'épargne locale. Deuxième élément. Troisième élément, il faut une stabilité pour pouvoir en faire. Lorsqu'on se dispute tous les jours... politique. Politique et économique. Quand on se dispute tous les jours, les gens n'ont pas le temps de discuter de ça. Ailleurs, vous avez vu ce qui est passé récemment au Moyen-Orient. L'Iran, l'Arabie saoudite, tous ces gens disent, maintenant on va parler, on va faire des choses ensemble. Voyez-vous? Alors, ça doit nous inspirer si vous voulez. Donc, pour répondre à votre question, il y a un certain nombre de choses que les pays même doivent faire pour attirer des investisseurs étrangers. Mais nous ne pouvons pas seulement baser l'investissement sur l'épargne des autres. C'est-à-dire, on ne peut pas seulement attendre que seulement les investisseurs viennent. Alors, donc, pour répondre à votre question, je vais prendre, si vous voulez, un certain nombre de personnes qui vont être présentes dans notre conférence, soit physiquement ou en ligne cette année. Oui. Nous avons invité le commissaire à l'agriculture de l'UMOA, qui va nous expliquer. L'UMOA, qui c'est est l'Union monétaire ouest-africaine. D'accord. Il va nous parler des défis en matière d'agriculture en Afrique de l'Ouest et en Afrique de façon générale. Qu'est-ce que les Africains doivent faire pour devenir autonomes en matière d'agriculture? Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Alors, pour être autonome, on a besoin d'investissement aussi en matière d'agriculture. Deuxième élément, deuxième orateur de marque, le ministre de l'économie et des finances du Bénin, qui est aujourd'hui applaudi par le Fonds monétaire international. Pourquoi? Gestion rigoureuse de la dette et les projets sont très très bien menés. Ils viennent récemment, il y a à peu près 2 semaines, que l'adjoint du Fonds monétaire international, l'adjoint africain, pas en tant qu'Africain, M. Constant Loukan, qui est le vice-président, bien l'adjoint de la direction de l'Union africaine et du Fonds monétaire international, était au Bénin pour évaluer. Ils ont eu un premier déblocage de fonds, ils ont analysé tous les paramètres, ils ont dit vraiment le travail a été très bien fait. Ça doit servir d'exemple, si vous voulez, pour les autres pays, pas seulement francophones, mais tous les pays de l'Afrique. Et voilà un conférencier. On veut justement savoir comment est-ce que lui, il arrive, en ces temps de difficultés de mobilisation financière, à avoir le Fonds monétaire international. Vous savez aussi que récemment, les États-Unis ont donné beaucoup d'argent au Bénin et au Niger pour se raccorder en matière d'infrastructure. Qu'est-ce que le Bénin arrive à faire là où les autres n'arrivent pas à faire? Voilà un autre conférencier. Autre conférencier, nous demandons aux pays africains d'avoir des fonds souverains. Nous invitons le directeur général de l'institution financière qui s'appelle ETNA, qui est basé au Maroc, qui essaie de sensibiliser et de fédérer les fonds souverains africains. Professeur Bouka, juste pour situer un petit peu nos téléspectateurs, parce que des fois, vous les professeurs, là, lorsque vous parlez pour vous, là, c'est clair dans votre tête, là, tout est clair, mais le public vous suit, là, c'est compliqué des fois. Fonds souverain. Un fonds souverain, l'exemple le plus frappant que je donne, c'est l'exemple de la Norvège. La Norvège a du pétrole, comme le Nigeria. Que fait la Norvège? Sur le 100 $ que l'on a des recettes du pétrole, ils mettent toujours 20% de côté pour les générations futures et pour leurs projets immédiats. Alors, on appelle donc un fonds souverain, c'est le fonds du pays qui lui permet d'avoir la souveraineté à partir desquels ils peuvent emprunter ailleurs. Le mot le dit. Voilà. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Est-ce que c'est le cas aujourd'hui pour la plupart des pays? Les pays africains? Non. Non. Justement, il faut leur apprendre ça. On n'a pas de fonds souverains, la plupart des pays africains. On n'a pas de fonds souverains dans tous les pays africains. Et pourquoi? Mais c'est que... Alors, vous me posez une question délicate et je vais le répondre. C'est parce que certains dirigeants pensent que les recettes de ces matières premières leur appartiennent. Ce n'est pas... Ils ne comprennent pas que c'est pour la collectivité. Ce qui est dangereux encore pour nous,
c'est que souvent ce sont des ressources non renouvelables que nous vendons à l'étranger. Et la recette, on ne s'en sert pas pour bâtir le pays, on fait autre chose avec les fonds. Donc, moi, je préfère, au lieu de critiquer, j'aime plutôt donner des solutions. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On apprend tous les jours. Donc, par exemple, des pays comme le Nigeria, comme le Niger, tous ces pays qui ont des ressources naturelles, le leitmotiv est simple. Quand vous prélevez 100, vous mettez 30 de côté. Est-ce que vous pouvez acheter une maison sans avoir de l'épargne, sans mise de fonds? C'est exactement la même chose. Nous ne pouvons pas tout le temps chercher à emprunter, alors que les seules ressources que nous avons, je dis aux gens, arrêtez de dire on a du potentiel, on a plein de ressources. Quand vous n'êtes pas en mesure d'utiliser intelligemment les ressources que vous avez, que vous exploitez intelligemment, ces ressources ne vous appartiennent pas. Les ressources appartiennent à ceux qui en tirent les profits et qui le gèrent intelligemment. C'est ça notre défi en Afrique. C'est-à-dire que nous passons actuellement une période charnière. Il y a eu des études qui ont été faites par la CNUSED, qui est la Conférence des Nations Unies pour le développement, qui ont montré qu'à une période donnée, au début de l'année 2000, l'Afrique était créancière. Ça veut dire quoi? Elle devait. Ça veut dire, non, ça veut dire quoi? Que le montant d'argent qui sortait de l'Afrique était supérieur au montant d'argent qui venait de l'aide et de tous les investissements. Ça veut dire que nous avons le potentiel en Afrique de ne plus être endettés. Ce n'est pas le cas. Nous endettons, on s'endette et on met nos ressources matières premières en garantie. 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, jusqu'à 100 ans. Que vont faire les générations futures? Et je rappelle toujours ce défi. Actuellement, on a 1,4 milliard d'habitants en Afrique, avec une grande majorité d'entre eux qui, c'est-à-dire 60% d'entre eux, a moins de 24 ans. Mais comme cette population double tous les 25 ans, si nous ne prenons pas les mesures maintenant, que vont faire les générations futures? C'est ça. Alors donc, c'est pour ça que nous avons besoin, en matière d'investissement, de travailler nous-mêmes en Afrique. Et c'est pour ça qu'on veut que cette fédération des fonds souverains explique qu'est-ce qu'ils font pour éduquer les gens à le faire. Et maintenant, la diaspora aussi a un rôle important à jouer. C'était ma prochaine question. C'est-à-dire que actuellement, la grande majorité des gens de la diaspora, nous sommes tous des employés. Je vais vous donner seulement cette année. Je vais recevoir des stagiaires, des gens, des Africains qui ont de la nationalité française, mais qui n'ont pas trouvé de stage en France. Et qui vont venir au Canada pour faire des stages. Pourquoi? On n'a pas d'entrepreneurs. Quand vous avez une entreprise, vous pouvez offrir 3, 4, 5, 10 stages aux gens. Si nous sommes toujours des employés, où est-ce que nos jeunes vont faire leur stage? Comment est-ce qu'on va créer de la richesse? Comment est-ce qu'on va créer des emplois pour nous? Donc, le message pour la diaspora, c'est qu'en plus d'être de bons employés, de bons chercheurs, nous devons aider à créer des entreprises ici et en Afrique. Et donc, pour aller en Afrique, on a besoin de l'épargne de l'Afrique. Pas seulement pour de l'immobilier. Et on peut également diversifier les secteurs. Le secteur, par exemple, du numérique, le secteur de l'agriculture, d'autres secteurs, si vous voulez. Et donc, la diaspora a un rôle à jouer. Pas seulement le Western Union. Non, nous devons faire d'autres choses au-delà de ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Vous avez bien répondu à ma question. Nous allons faire une synthèse de cette rencontre, juste pour permettre un petit peu à notre grand public de retenir les éléments principaux. Je rappelle ici qu'on parle d'une 5e édition de cette conférence. Juste nous rappeler les grandes lignes. Alors, en 2 mots, c'est une conférence en format hybride. Ça veut dire quoi? Que la grande majorité des gens que nous avons eus qui sont enregistrés jusqu'à présent vont le suivre en ligne. C'est-à-dire que de chez eux, ils peuvent se brancher. Il suffit simplement d'aller visiter notre site Internet pour avoir les paramètres, pour s'enregistrer et participer de façon virtuelle. Mais il y a certains qui peuvent également s'enregistrer par Eventbrite
pour venir participer en personne à la conférence qui dure 2 jours. Et ils vont écouter, ils vont participer, ils vont faire des propositions, ils peuvent même rencontrer des gens avec qui ils peuvent faire des affaires plus tard. Ça, c'est le message central. Mais ce que j'aimerais laisser, c'est que au cours des dernières années, nous attendions le mois de novembre avant de commencer la préparation. À partir de cette année, nous allons changer de nom. Ce ne sera plus Conférence Canada-Afrique sur l'investissement, parce que l'aspect du commerce aussi arrive. Alors, on va changer de nom, ça va devenir le Forum Canada-Afrique sur le commerce et l'investissement. Et on va commencer la prochaine édition, la préparation, dès la fin de celle-ci, pour faire le point immédiatement et impliquer beaucoup de personnes. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci beaucoup, M. Bouka. Merci infiniment. Merci à vous de m'avoir invité. Merci. Alors voilà, madame, monsieur, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires. Madame, monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Et nous voilà de retour à notre